C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 22 de C'est quoi ton jeu, le tout premier épisode de 2023. Alors avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une très belle et heureuse année, une bonne santé, bonheur et beaucoup de réussite dans vos projets. Nous sommes le 10 janvier 2023, je suis Joël, votre hôte, et je vous souhaite un bon épisode. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous n'avez pas trop abusé du foie gras ou du champagne. Maintenant place au Dry January et place aux bonnes résolutions. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'épisode qui s'est déroulé durant les fêtes de Noël et de Jour de l'An, je vous invite à rattraper votre retard car j'ai reçu une nouvelle fois Marie GR des jeux qui nous a fait plein de recommandations super pour les jeux de société. Peut-être que ça vous donnera des idées. Place maintenant à l'émission du jour où l'invité que je reçois est présent sur les réseaux Twitch et YouTube. C'est un ancien croupier, amateur de jeux de cartes et de stratégie. On le connaît pour sa voix sereine et posée, pour ses streams sur Hearthstone ou FF14. Bonjour et bienvenue à toi, Best Marmotte. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année également. Eh oui, bonne année à toi également. Comment vas-tu? Mais très bien, en pleine forme, tout se passe bien pour l'instant, le début de l'année est incroyable, donc parfait. Ouais, t'as passé de bonnes fêtes, ça va? Oui, bien sûr. Oui, ouais, toujours les fêtes de Noël, toujours. Ouais, tu m'étonnes. Le moment où on a les cadeaux et on mange bien, donc du coup ça ne peut être qu'agréable. Exactement. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir de te recevoir pour parler jeux de cartes, parce qu'aujourd'hui on va parler de jeux de cartes. Ça me va, c'est dans mon domaine de compétences, c'est parfait. Alors moi c'est vrai que je t'ai connu à l'époque quand tu faisais des streams sur Hearthstone, et c'est là que j'ai appris du Tout à coup à fait. jouer à d'autres jeux de stratégie. Est-ce que toi tu as commencé à te mettre sur la scène publique, entre guillemets, grâce à Hearthstone, ou tu étais déjà un peu présent avant? Alors, la sphère publique de type influenceur, comme on appelle ça maintenant, même si je trouve le terme dégueulasse, oui, à partir d'Hearthstone. Si ce n'est par contre faire des compétitions avec un petit, retentissement, je veux dire national ou international, c'était déjà le cas au départ par les échecs, puis par Magic. D'accord. Dans ta biographie Twitch, il y a un truc qui me fascine, c'est que tu es un ancien croupier. Tout à fait, j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans, 7 ans et demi dans les casinos, que ce soit en France, en Belgique, en Angleterre. D'accord, extraordinaire. Et tu étais croupier sur quel type de jeu? Tous, parce que généralement tu changes, parce qu'au bout d'un moment c'est assez répétitif, donc soit poker, blackjack, roulette, Caribbean Stud Poker, la boule ou autre. Tout ce que proposaient les casinos. Ça doit être assez oppressant quand même comme job, non? Non, c'est oppressant au début quand on a l'impression de nouveauté ou autre, mais au bout de ça devient assez vite très, très routinier et l'excitation qu'on a au début passe assez vite parce qu'au final les situations se ressemblent, plutôt pas mal. D'accord. Ta passion du jeu, elle est arrivée comment? Parce que tu as évoqué les échecs, peut-être que tu as commencé aux échecs et que le reste est venu après? En fait, j'ai commencé encore avant parce qu'il faut savoir que moi j'habite, en Alsace-Moselle et en Moselle, tu as des cours de catéchisme dès le primaire. D'accord. Mais tu peux demander à en être, dispensé et donc j'en étais dispensé. On était un groupe de 4 élèves sur, les 25 à être dispensés et donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait appris à jouer au tarot et du coup, tous les heures, toutes les semaines, on avait 1 heure comme ça pendant que les autres avaient catéchisme, on jouait au tarot. Extraordinaire. Ça commençait vraiment là. C'est génial. Moi, j'adore le tarot en plus. Donc, Ah ouais, pareil. tu as commencé par le tarot. J'imagine qu'on doit avoir à peu près les mêmes âges. Donc, tu as peut-être découvert Magic à ce moment-là aussi, ou guerre de temps après? Non, alors du coup, j'ai 38 piges, donc le tarot, bah, j'ai découvert à partir du CE1. Magic, j'ai attendu un peu plus. Magic, c'était la 4e. Je ne sais Ouais. plus quel âge on est en 4e. Moi, j'avais 40. Moi, j'ai découvert ça en cinquième. Donc, bah, ça devait être 13-14 ans, 14-15 ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, oui, 13-14 ans. Vous l'avez compris, on va parler de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français aujourd'hui, Tout à fait. le jeu que tu as choisi d'évoquer. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux, vulgairement nous présenter le jeu? Parce que comme le jeu va quand même avoir 30 ans, donc Il les a eus. c'est vrai. Ouais. Alors du coup, il y a les célébrations des 30 ans de Magic, en 2022, fin 2022, tu as les célébrations des 30 ans. Moi, dans ma tête, c'était 93, comme quoi j'ai zappé ça fin 2022. Ça montre qu'aujourd'hui, je n'y suis plus trop dans ma Alors non, mais alors moi aussi, hein, honnêtement dans ma tête, c'est aussi, 93, mais a priori, du coup, bah, j'ai vraiment appris ça par internet. En fait, les premiers starters, les cartes étaient déjà créées. En fait, c'était pas encore de la vente en grande distribution, mais donc c'était des ventes, dans la boutique du quartier, quoi. Et ça existait que là, c'était pas encore dans tous les États-Unis ou autre. Ça a commencé en, 92. c'est ça, donc du coup, Magic l'Assemblée, qui est un jeu édité par Wizard of the Coast, Exactement. aujourd'hui quand même extrêmement connu. Oui.
En fait, le jeu a explosé littéralement en 93. Complètement. Quand j'y ai joué, j'ai commencé fin 93. Mais je vais pas trop parler de moi dans un premier temps, mais plutôt de quand même te laisser la parole parce que c'est toi qui vas nous évoquer des souvenirs autour de ce jeu. Est-ce que tu peux expliquer le concept pour les gens qui ne connaîtraient pas Magic? Bien sûr. Alors c'est extrêmement simple. Chaque joueur possède 20 points de vie. Le but c'est de réduire à zéro les points de vie adverses. Pour cela, vous êtes, si on fait un peu de roleplay, vous allez incarner un magicien. Il va invoquer des sorts pour essayer de réduire les points de vie adverses à zéro. Ces sorts étant par des créatures, des sortilèges, des enchantements, sachant qu'il y a plusieurs types de sorts. Globalement, c'est ça. C'est un petit peu qu'on retrouve du coup beaucoup dans énormément de jeux depuis. C'est un peu le principe initial, descendre les points de vie de l'adversaire à zéro. C'est ça, et c'est vrai que Magic tourne autour de 5 topologies de jeux, c'est-à-dire que par couleur, par école de magie, Tout à fait. t'as le noir, le blanc, le bleu, le vert et le rouge, qui sont 5 écoles de magie différentes. On peut Bien mixer les sûr. cartes des différentes couleurs dans différents decks. Enfin, les possibilités sont tellement infinies qu'il y en a pour tous les goûts. De toute façon, pour qu'un jeu dure 30 ans, en plus un jeu de cartes physique, Ouais. c'est qu'il y a de la qualité derrière. Tu peux pas rester aussi longtemps à l'affiche sans avoir beaucoup de qualité. Mais c'est ça, et c'est peut-être aussi un peu le problème parce que chaque extension doit contenir une bonne centaine de cartes. Il y en a 3 par an qui sortent en général. Il y en a beaucoup plus maintenant. Chaque extension, c'est Ouais, quasiment 300 cartes. T'en as 4 par an, plus d'autres produits pour d'autres styles de jeu, que ce soit du coup du Commander ou ce soit du Modern Mode. Donc tu es sur 2000 cartes quasiment différentes chaque année. voilà, donc c'est vite un budget et le renouvellement, ça devient assez compliqué, mine de rien. Oui, mais après, ils s'en sortent bien. Maintenant, ils sont rodés. Je veux dire, ils ont eu plusieurs problématiques. Il y a des moments donnés où le jeu était vraiment dans des phases descendantes. Là, depuis quasiment 5 ans, tous les ans, le jeu prend 10% du chiffre d'affaires. Et actuellement, sur du coup, Magic, donc Wizard of the Coast, appartient à Hasbro. Et actuellement, chez Hasbro, c'est le département qui rapporte le plus. C'est Magic, de très très loin. C'est de plus en plus important avec les années qui passent. C'est vachement étonnant, d'autant plus que, bah, les règles ont évolué, avec le fil des années. Bien sûr, Moi, quand j'ai dû y jouer entre fin 93 et début des années 2000. Il y a beaucoup de cartes que j'ai toujours qui, bah, sont certainement plus autorisées en tournoi. Quoiqu'il y a des tournois libres après qui existent, bien sûr. Il y a des tournois de tous les formats possibles. mais ce qui est dingue, c'est la valeur que peut prendre certaines cartes. Bien sûr, mais alors ça vient de la encore une fois, c'est de la rareté. On est sur, finalement, on peut prendre pareil avec des vieilles cartes Pokémon ou, des vieux tableaux, des choses comme ça. En fait, on a c'est un système de collection, on a un système de rareté. C'est-à-dire que les premières cartes qui sont sorties en 93-94, on connaît leur nombre dans le monde, mais du coup qui diminue chaque année parce que chaque année il y a des cartes perdues, chaque année il y a des cartes, qui sont abîmées. C'est vrai, Et surtout, Wizard of the Coast n'a plus les matrices pour réimprimer ses premières cartes, comme ils avaient avant. Ils ont perdu avec le temps. Donc toutes ces premières cartes ne peuvent pas être refaites. Ils pourraient refaire les mêmes cartes, mais du coup, ce serait plus la même texture, parce qu'en fait, les techniques d'impression n'ont plus rien à voir, les couleurs n'ont plus rien à c'est voir, vrai. la composition des cartes magiques n'a plus rien à voir aussi non plus avec le temps. Donc en fait, ce qui fait on est sur un produit rare. Également, il faut voir que le public qui joue à Magic avant, bah du coup, nous maintenant, on a 40 piges. C'est ça, ouais, Donc quand on jouait, qu'on était lycéen ou autre, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, comme tout le monde. c'est vrai. On en a plus en bossant. Tout ça fait que, bah, une fois qu'entre guillemets, si tu gagnes bien ta vie, une fois que tu as ta baraque, t'as un petit peu fait, tu dis, ah bah, je vais peut-être pouvoir reprendre mes loisirs que j'avais quand j'étais petit où j'avais pas les moyens. Et bim, Magic arrive là. Du coup, ah, mais les vieilles cartes que je rêvais quand j'étais petit, mais qui valaient 500 francs, qui étaient hors de prix pour moi, ah bah, je peux me l'acheter maintenant, je peux me la payer, parce que du coup, c'est plus un souci. Ceci faisant, ça crée une dynamique où les cartes valent de plus en plus cher. Surtout que vu que les prix commencent à beaucoup monter, commence à avoir de la spéculation dessus en plus, donc tout ça, ça fait un petit peu une course vers le sur les très vieilles cartes, bien sûr, uniquement sur les cartes 93-94, une hausse des prix continue. Ouais. À chaque fois, je me dis: «Il faut que je sorte toutes les cartes de mes classeurs, de mes boîtes et que je fasse un petit point», mais ça prendra un temps considérable. Ça prend un temps considérable. Après, encore une fois, si t'as pas spécialement besoin d'argent, t'as aucune raison de le faire, vraiment. Et si jamais, par contre, t'es vraiment motivé, maintenant, t'as un tas de... Bah, du coup, c'est devenu tellement gros, t'as un tas de personnes, de boutiques, de gens dont ça va être le métier. Tu leur files les cartes, ils te font une estimation. Après, ils te proposent un prix de revente, tu vends pas, et voilà. Il y a quelque chose à faire. Voilà, tout ça pour dire que mine de rien, c'est un business qui tourne depuis 30 ans. Oui. Outre le côté monétaire du jeu, les règles sont vraiment super sympas et c'est très attractif. Le concept est simple, c'est facile à comprendre, mais c'est difficile à maîtriser. C'est exactement ça. C'est ce que fait un peu, c'est ce qui fait généralement l'apanage des bons jeux, ce côté easy to learn, hard to master, comme aiment bien dire les anglophones. Ouais, Ce côté où en 5 minutes les règles sont expliquées, tu peux jouer. Par contre, tu prends une ville à maîtriser. C'est ce qu'on dit pour le jeu de Go, c'est ce qu'on dit pour les échecs. Et Magic, un petit côté comme ça.
Le côté plaisant avec Magic, vu que tu as des nouvelles cartes régulièrement, tu as un côté renouvellement. Pour avoir fait beaucoup d'échecs en club, au bout d'un moment, en fait, oui, chaque partie est différente, mais ça reste quand même un échiquier de 8 cases sur case où tu joues les blancs, les noirs et les pièces bougent toujours de la même manière. Ouais. Magic, tu peux avoir plusieurs jeux, tu peux le modifier, rajouter une carte, enlever une carte, qui fait que moi j'ai ressenti ça. Au bout de quelques années de jeu, je n'ai pas de sentiment de lassitude que j'ai pu retrouver aux échecs, par exemple. Ouais, je comprends. J'y joué 6 ans, puis j'ai fait des pauses, peut-être de 6 ans, j'ai rejoué 2 ans. J'étais pas perdu, même content de recréer des archétypes, de cartes et tout ça, c'était sympa. Alors qu'on a choisi de parler de Magic, quelles sont les anecdotes que tu souhaites partager autour de ce jeu? Alors, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire de la compétition, qui aime bien me mesurer aux autres. À Magic, j'ai pas été trop mauvais et à 16 ans, je me suis qualifié à mon premier Pro Tour. Mmh. Donc, c'était un tournoi international qui était aux États-Unis, à Los Angeles. Mais pour ça, il fallait l'autorisation parentale. Parce que quand tu es mineur, pour pouvoir aller à l'étranger, il te faut l'autorisation parentale. C'est vrai, c'est vrai. Autorisation parentale que je n'ai pas eue. Donc, j'étais un des tout premiers Français, des plus jeunes à me qualifier à un tournoi aux États-Unis, ne pas pouvoir y aller, parce que mes parents m'avaient dit non, tu n'y vas pas. Ils devaient pas trop se rendre compte aussi que, fallait les enjeux de derrière, j'imagine bien, quoi. Non, bien sûr. Puis c'est surtout, en même temps, ton gamin, il a 16 piges. Déjà, il joue, faut quand même penser que je parle d'un truc en 2000. Magic en 2000, ça n'a pas du tout l'importance que ça a 20 ans après. Tu m'étonnes. C'est quand même très obscur. Tu vois ton gamin de 16 piges qui part tous les dimanches matins aller faire des tournois un peu partout, qui m'ont dit ah, je joue aux États-Unis. Du coup, forcément, après coup, je peux comprendre s'ils s'intéressaient pas spécialement à ça. C'est en mode, ouais, il va jouer aux cartes, c'est marrant, mais ah, comment ça, tu vas aux États-Unis, etc., qui paye le billet d'avion, l'hôtel, comment on fait? Donc, tu vois, il y a tout ça et qui s'est fait aussi. C'est compréhensible, bien sûr. Et donc le Pro Tour, bah, tu es qualifié, tu n'y vas pas. Non, Déception, j'imagine? déception, mais j'ai continué à essayer de me qualifier, etc., etc. Quelques années plus tard, on s'est qualifié avec un ami en tournoi en duo. D'accord. Et du coup, cette fois-ci, j'avais pu me rendre après coup à San Diego. Encore une fois, par Magic, qui était la première fois que j'ai pris l'avion en plus. Donc, du coup, un peu la boucle était un petit peu bouclée en mode première fois, je me qualifie, je peux pas y aller, mais c'est encore grâce à Magic que pour la première fois, je prends l'avion, je peux aller à l'étranger. C'est extraordinaire quand même. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que tu es qualifié et que tu arrives à Los Angeles pour faire ce tournoi? Alors, c'est arrivé plus tard, donc j'étais déjà beaucoup plus. La première fois que ça m'est arrivé, il y a vraiment eu un coup de chance parce que j'étais encore jeune, je ne maîtrisais pas très bien. Après, vu que du coup, je suis dans une optique beaucoup plus âgée, donc avec plus de réflexion, j'étais en mode, c'est juste le travail effectué qui paye. J'ai jamais été quelqu'un qui est spécialement impressionné en mode, mon Dieu, j'arrive à tel endroit, il y a les meilleurs joueurs du monde, etc. Ouais, J'ai toujours été en mode, ah, il y a les meilleurs joueurs du monde, cool, je vais pouvoir essayer de les battre. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je suis pas du tout quelqu'un qui suis fan d'une personne ou d'une autre. Je suis toujours vraiment dans cette optique, si quelqu'un est considéré comme meilleur que moi, bah du coup, je pourrais essayer de prouver le contraire. C'est une bonne façon de voir les choses. Puis mine de rien, tu avais quand même une bonne capacité de concentration, que tu avais hérité des échecs, ce qui a permis aussi pas mal de pas trop te disperser, j'imagine. Oui, bien sûr, je le dirai jamais assez. Si je dois faire une pyramide où finalement j'ai atteint le fait de devenir un personnage public par Hearthstone, Hearthstone, c'est le haut de la pyramide tout au-dessous. Ouais, L'étage en dessous, c'est Magic, et l'étage encore vraiment de base, c'est les échecs. ouais, bien sûr. Puisqu'on parle du tournoi, on va continuer à l'évoquer. Tu te souviens de ton parcours sur ce tournoi? Oui, je me souviens très bien, vu qu'on était en duo, on s'est fait éliminer au jour 1 du tournoi. C'est dommage. Oui, c'était dommage, mais du coup, après, ça nous a profité parce qu'on a du coup prévu un grand trip. Du coup, comme en plus, c'est une époque où je commençais à jouer au poker, on était à Las Vegas après. Donc, j'avoue en toute honnêteté que j'ai beaucoup plus de souvenirs sur ce tournoi en particulier de Las Vegas et du poker après que de Magic en lui-même. Je peux comprendre, je peux comprendre. Revenons un petit peu sur le jeu en lui-même. Tes archétypes préférés, c'est quoi sur Magic? Le bleu, parce que le bleu, ce qui se rapproche le plus des échecs finalement, vu que le bleu, c'est la couleur qui est la couleur de l'illusion, de la manipulation. Ouais, Ou donc à Magic, quand un adversaire joue un sort, tu peux y répondre. C'est pas comme Hearthstone où tu joues, l'adversaire joue. Magic, tu as toujours une interaction avec l'adversaire. Quand tu joues une carte, il va pouvoir faire une autre action en réponse. Et le bleu est la couleur qui a le plus d'actions en réponse et c'est celui qui permet d'avoir le plus de contrôle sur la partie. Et donc qui me correspond mieux. d'accord, ouais. Moi, je me rappelle, j'aimais bien jouer blanc et bleu. Ouais, blanc-bleu contrôle, bien sûr. Avec des meules peut-être. Ouais, bah oui, ça, les decks Millstone, c'était un peu la base, quoi. Donc, Bien sûr, oui, oui. faut savoir, quand Magic est arrivé en France, on est arrivé avec la troisième édition qui s'appelait Revised, Exactement, tout à fait. et qui a été éditée deux fois, une fois en bord blanc et une fois en bord En bord noir. noir. Donc, la première fois en bord noir et la deuxième Ouais. fois en bord blanc. Et du coup, bah, les cartes en bord noir sont plus rares que celles en bord blanc, Elles sont plus jolies aussi. surtout plus jolies également. Et je sais que j'ai quelques jolies perles encore qui me restent, genre des assassins royaux bord noir ou des dragons Shivan bord noir. Ouais. Et j'ai des vieux decks old school comme ça qui traînent. Bah, tu as bien raison. Est-ce que tu as des mox et tous les trucs comme ça dedans? Non, malheureusement non. J'avais des double landes quand j'ai commencé, je Ouais, crois que j'en avais un de chaque. ouais. Je savais que ça avait de la valeur, mais du coup,
la boutique où j'allais. Oui, Quand j'avais un double land, bah, le mec il me proposait genre 4-5 boosters en échange de la carte. ouais. Ouais, j'avais 13-14 ans. J'avais pas trop conscience de ça, puis je pensais pas que c'était des cartes qui allaient disparaître. Mais bon, c'est comme ça, hein. Oui, et puis on pouvait pas savoir à l'époque. C'est comme tout aussi, souvent j'entends des personnes dire: «Oui, mais je regrette à l'époque, je regardais ça, j'aurais fait plein d'argent». J'ai envie de dire à chaque fois: «Écoute, si on revenait dans le passé, on aurait tous acheté des bitcoins ou des actions Apple et effectivement, on serait millionnaire. Ou alors on aurait pris le numéro de l'euro million C'est ça. qui est sorti fin décembre et hop». Donc voilà, faut pas regretter ça. C'était à un moment donné, donc être dans le regret du mode, où on a vendu quelque chose qui est de l'argent, c'est pas on n'avait vraiment aucune info de le C'est savoir. ça. Je suis assez d'accord avec ça. Quand tu as joué à Magic, tu as joué à quelle époque? Alors C'est quoi l'époque qui t'a le plus marqué? l'époque où j'ai commencé Magic, bah, c'était un peu de temps après toi parce que c'était, du coup, l'extension, Alliance en France, du coup c'est 96, Ouais. fin 95, début 96 et je lui ai vraiment joué de manière, compétitive jusqu'en 2010. Ah oui. Donc ça fait quand même une paire d'années, Ah oui, carrément. ça fait quand même 16 ans. Quoi, 2010, c'est le blog Zendikar, je crois, un truc comme ça, non? J'aurais dit Lorwyn ou c'est peut-être Zendikar. Alors là, je t'avoue qu'il va falloir, le pouvoir de Saint Google pour avoir cette réponse. Je regarde, j'ai sous les yeux, effectivement, de 2008, c'est Lorwyn, Ouais. 2007-2008 Lorwyn et Zendikar 2009-2010. Eh ben, tu as une très bonne mémoire, félicitations. C'est l'époque à laquelle, j'ai repris pendant 2 ans, donc ça me parlait. Ah bah voilà. Et l'époque qui m'a le plus marqué, je dirais que c'était l'époque de d'Odyssée, parce qu'il y avait un deck Psychatogue bleu-noir que je trouvais incroyable. Ouais, Je pouvais vraiment bien contrôler, où les parties étaient ultra intéressantes et que que j'ai beaucoup joué, je fais beaucoup d'événements avec ce jeu, donc j'avoue que je dirais que c'est l'époque-là. d'accord, OK. Bah, c'est vrai que là, je vois le nombre d'extensions, mais qui est juste phénoménal, quoi. Ah bah il faut imaginer que 30 ans d'extension, c'est beaucoup. Pour tous les nouveaux joueurs qui souhaiteraient se mettre à Magic, il y a pas de train à rattraper parce qu'en fait, chaque année, Wizards of the Coast réédite une édition de base. Eh ben c'est fini. C'est fini ça, je suis désolé. Ah ouais, ah oh là là, décidément. Mais comment ils font du coup? En fait, il y a plus d'édition de base maintenant, c'est pour ça qu'ils sortent 4 extensions. En fait, chaque édition, entre guillemets, peut être jouée solo. Et en fait, ce qu'ils font maintenant, c'est que tu as un format de jeu qu'on appelle le Commander, OK, qui est un format qui se rapproche beaucoup du jeu de plateau, qui est un format en fait où tu as des jeux de 100 cartes avec chaque carte en un exemplaire, en dehors des terrains de base. OK. Ce qui fait que pour les personnes qui débutent, toi, tu as le mode Commander qui est très bien parce que ça te permet, pour le prix d'un jeu, 25 €, de pouvoir faire énormément de parties avec un deck déjà complet, d'avoir énormément de cartes différentes et donc beaucoup d'interactions différentes. Toi, si tu préfères avoir un jeu de 60 cartes avec des cartes en 4 exemplaires et tout, pareil, à chaque extension, ils sortent 2 à 4 decks pour les personnes qui débutent. Tu as également un kit des débutants qui sort aussi encore une fois tous les ans, avec du coup des terrains de base, les règles de base, etc. C'est extraordinaire, En quoi. plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont toujours un système de. J'ai l'impression de faire le VRP de Wizard of the Coast actuellement. Non, Ce mais qu'il faut également, c'est dans le fait, ils ont toute une série par leur site de magasins partenaires. ouais. Il y a un truc qui s'appelle le Wizard Locator. Tu mets ton adresse et tu trouves le magasin le plus proche. Ils sont des magasins où si tu veux apprendre à jouer à Magic, les vendeurs ou autres sont du coup habilités à te justement t'apprendre à jouer à Magic, à t'expliquer les règles, à te filer également 5 decks de départ pour que tu puisses déjà jouer avec quelqu'un, etc. gratuitement. Bah, c'est génial. Et pour te mettre déjà un premier prêt à l'étrier. Ils ont appris de leurs Oui, 30 années d'existence pour mieux accompagner bien les gens qui sûr. débutent. C'est toujours les plus compliqués à raccrocher et Oui. c'est très intelligent ce qu'ils ont fait Ah et oui. tu vois, bah, comme quoi, j'avais du retard sur le train, quoi. Ouais, mais après je comprends tout à fait, hein, ça change tellement souvent. Voilà et puis j'ai cru voir aussi qu'ils avaient fait une sorte de coprod avec, Warhammer et tout ça? Alors en fait, c'est du coup dans le je te dis qu'ils avaient, sorti tout un tas de produits Ouais, en dehors, un petit peu en dehors des 4 extensions et tout. Tu un produit qui s'appelle le Secret Lair. ouais, Secret Lair, en fait, c'est à la différence d'un booster de Magic classique, tu vas avoir 4 à 5 cartes que tu vas déjà connaître à l'avance, qui vont coûter dans les 40 €. Ces 4 à 5 cartes sont achetables sur une courte période de temps, généralement une semaine, et après elles ne seront plus jamais éditées. Et c'est par ce biais-là qu'ils font des collabs. Donc par exemple, il y a une collab Street Fighter qui a été faite. Encore avant, Stranger Things, Walking Dead. Tu vas voir sur Warhammer, Le Seigneur des Anneaux, tu as une sur Fortnite, tu as une sur Arcane, la série Netflix de Riot, etc. etc. Et c'est par le biais-là, chaque fois qu'ils vont faire leur collab. franchement, ils arrivent vraiment à bien gérer leur business. Oui, 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 ils sont forts. Une dernière petite question qui est un peu plus générale, c'est est-ce que c'est Magic qui t'a fait aimer les jeux de stratégie du style Hearthstone ou autre du style, en jeu de cartes ou pas? Ou le poker ou autre? Alors en jeu de cartes, c'est clairement Magic parce que de toute façon, c'est le seul quasiment jeu de cartes qui existait à l'époque, qui avait un peu une communauté. Il y a Mmh. déjà d'autres jeux de cartes qui existaient, certains sur le Seigneur des Anneaux, tu avais Mintos sur Cthulhu, tu avais le jeu de cartes d'Innominé Satanis, tu en avais encore un autre sur Dune, tout ça, ou Vampire, mais c'était des jeux de cartes finalement qui étaient confidentiels. Même déjà pour un milieu confidentiel, c'était confidentiel. Là où Magic a vraiment été le premier jeu à avoir une communauté qui venait pour le jeu de cartes, qui venait pas tant forcément pour l'univers que pour le jeu en tant que tel, que pour le gameplay, et qui a pu se pérenniser dans le temps. D'accord.
Écoute, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, donc Bess Marmotte, Bertrand Fagnoni, dans la vie civile, hein. Mon nom est trouvable très facilement sur les internets, donc je n'ai pas besoin de le cacher. OK. Là, c'est vrai, il y a beaucoup de créateurs de contenu maintenant qui justement n'ont pas du tout envie de montrer leur nom et je comprends tout à fait. Mais moi, comme je viens d'un entre guillemets d'un milieu où tout, enfin, il suffit de voilà, vu que j'ai fait des tournois, que ce soit aux échecs, au poker ou à Magic, tu tapes Bess Marmotte, mon prénom, tu le trouves avec tous les vieux tournois. Tu as même des photos de moi il y a 20 ans. Ouais, d'accord, ouais. Donc, croupier de 38 ans, 39 le mois prochain, enfin ancien croupier de 38 ans, 39 de mois prochain, qui a commencé le streaming, pareil, il y a quasiment 8 ans, parce que c'est le 14 janvier 9 ans même, pardon, c'est le 14 janvier 2014 que j'avais commencé ça. Streamer depuis, professionnel depuis 2015 et on espère que ça durera. Bah, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. On peut te retrouver sur les plateformes Twitch et YouTube du même nom, hein, Best Marmotte, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, tout à fait. Ça, tous les réseaux sociaux classiques, Twitter, Instagram. Un jour, je me mettrai à TikTok, mais il faut que je le fasse. Ouais, oui. Je suis trop vieux pour ça. Après, c'est on consulte, hein, mais moi, je me lancerai jamais là-dedans. Je pense que je suis dépassé, mais C'est ce que je me dis aussi, mais en fait, c'est une activité, celle que j'ai aussi, je commençais à me dire: «Je suis trop vieux, je suis dépassé» et que j'ai plus la force ni le courage justement de m'intéresser aux nouveautés, ce qui fonctionnait tout. C'est vraiment que je suis trop vieux, dépassé, il faut que j'arrête. ouais. Tu vois, c'est une activité où si tu arrêtes d'avancer, il y en a d'autres qui avanceront à ta place parce que c'est très concurrentiel. C'est du divertissement et c'est comme, souvent on se dit: «Ouais, il a fait quoi, cet acteur ou chanteur depuis 10 ans?» «Ah, il a plus rien fait», donc c'est-à-dire que plus personne de nouveau ne le connaisse depuis, X années. C'est ça, ouais. Est-ce que tu continues toujours à streamer du Hearthstone, du FF14? Alors du FF14, oui, de temps en temps, 1 fois par semaine un petit peu. C'est très peu parce que c'est un jeu que j'aime énormément, Ouais. mais qui est pas très twitchable comme on dit. Oui, 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 tu m'étonnes, ouais. Pas comme, par exemple Hearthstone ou même Magic. Magic, le jeu vidéo que tu as déjà testé Oui. d'ailleurs ou pas? Alors Magic Arena, j'en ai beaucoup fait quand il est sorti, ça marchait très bien, le temps venant, les années venant et la hype sur les jeux s'est émoussée, donc je n'en fais quasiment plus maintenant. Comme du Hearthstone en fait. Les jeux de cartes en général en versus maintenant ne marchent plus du tout sur Twitch. Ouais, C'est parce que la plateforme a évolué et du coup un tas de jeux qui existaient à l'époque n'existent plus. ouais, Un tas de styles de jeux qui n'existaient pas à l'époque existent maintenant, comme notamment les auto-battles, qui sont vraiment de la même dynamique. ouais. Donc voilà, donc j'en fais encore un petit peu de temps en temps de Hearthstone, un petit peu de temps en temps de Magic, mais quasiment plus parce que tout simplement ça ne marche plus. Oui, c'est vrai. Puis moi, je vois quand je cherche à regarder des vidéos sur Hearthstone, en général, c'est plutôt YouTube et pas du live que je fais parce que je cherche un truc en particulier. Donc, Bien sûr. ça se comprend tout à fait. Oui. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Alors oui, il y a toujours des projets. Après, je peux pas tout à fait encore en parler là parce qu'en fait, c'est des projets qui demandent pas mal de financement, donc j'attends encore des retours. Voilà, mais j'espère clairement que cette année 2023 va voir concrétiser des projets que j'aimerais beaucoup faire dans le temps, notamment créer un jeu de cartes. Ah, ça, c'est déjà un super projet, ça. C'est déjà un projet, mais je suis dans la phase rédactionnelle, la phase où en fait, bon, t'as une idée, tu veux la mettre en place, comment tu rends ça agréable à regarder, digeste, intéressant, etc., etc. Au-delà de ça, si tu as le concept et que tu sais que le concept, il n'existe pas trop à droite ou à gauche, c'est déjà une excellente base. Et Bien après, sûr. Ah oui, tout à fait. c'est excellent, honnêtement, comme projet. Merci, Je te remercie de m'avoir accordé quelques minutes pour ce podcast. mais de rien. Vous pourrez retrouver toutes les infos concernant CQTJ sur le site cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast et sur mon Twitter @joels82. Vous retrouverez aussi les infos de Best Marmotte dans les notes de l'émission sur vos applications de podcast. Et n'hésitez pas également à faire un petit tour sur le Discord de la communauté qui est peu peuplé, mais ça viendra, et venez nous partager vos expériences sur les jeux qui vous ont marqué. Marmotte, je te dis à très vite, Mais à très bientôt. porte-toi bien et bon courage pour la suite. Merci, tout pareillement. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué, non? Et vous, c'était lequel?